À la une ce soir, la lutte contre l'isolement des personnes âgées avec ce déjeuner dansant organisé à l'EHPAD Soleil Vatable des Trois-Îlets. Objectif, rompre avec l'isolement et redonner le sourire aux résidents. La Guyane, dans les assiettes au Centre international de séjour, vous découvrirez le menu préparé par des ambassadrices de la Guyane. Elles ont également présenté des costumes traditionnels. Le Martinique Chouval Show, 4e édition ce week-end avec des démonstrations, place de la Savane à Fort-de-France. De quoi ravir les petits et les grands, surtout les petits. Les petits, vous le verrez dans quelques instants. Et puis en cyclisme, Audrey Biancolin remporte le Grand Prix féminin après la dernière étape qui s'est courue cet après-midi, 64 km. Un circuit dans la commune du Robert. Nous reviendrons également sur le contre-la-montre dans votre page sport à la fin de cette tranche info. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Commençons donc ce journal par un clin d'œil à nos aînés résidant dans les EHPAD aux Trois-Îlets. Un déjeuner dansant, je vous le disais, était organisé ce dimanche afin de rompre avec l'isolement. Un mal difficile à vivre pour nos aînés. Voilà le reportage de Loïc Régis. Le quotidien dans un EHPAD n'est pas toujours facile à vivre pour les résidents. Si certains sont en rupture de lien familial, d'autres peuvent encore compter sur le soutien de leurs proches. Henriette vient ici plusieurs fois par semaine. Justement, c'est pour pouvoir renforcer le lien familial, pour que nos aînés puissent voir qu'ils ne sont pas abandonnés en quelque sorte. L'isolement et le manque d'activité, deux notions tant redoutées par les seniors, l'ennui a vite tendance à s'installer dans ce type d'établissement. Et les autres résidents sont toujours là. La seule chose qu'ils font, c'est jouer au domino. Et le dialogue entre eux est très difficile à entamer. Pour casser le cycle des journées monotones, les équipes encadrantes doivent s'adapter au profil des personnes prises en charge, une difficulté supplémentaire. Dans les EHPAD, il y a des projets personnalisés. Donc chaque résident a un projet en fonction de sa pathologie, de son handicap. Donc on adapte bien entendu les activités aux résidents. Et des activités manuelles, des activités sensorielles. Nous organisons aussi des sorties nature, c'est-à-dire baignade, mer. Les promenades en campagne. Enfin, nous essayons de faire le maximum. L'intégration d'une structure spécialisée représente un nouveau mode de vie pour les accueillis. Pour éviter la désocialisation, la transition doit s'opérer en douceur. Nous essayons de chercher à savoir qu'est-ce qui leur plaisait auparavant, vers quelle activité ils se dirigeaient. Donc autour de cela, nous essayons de mettre en place des activités, des animations pour répondre au mieux à leurs besoins. Éviter l'isolement et maintenir les liens avec l'extérieur. Les résidents de l'EHPAD Soleil Vatable ont partagé un déjeuner avec leur famille et esquissé quelques pas de danse. Un rapprochement qui, même le temps d'une journée, fait toujours du bien. Et on va parler d'un autre mal maintenant avec notre invité, Louis Osier-Lafontaine. Bonsoir. Bonsoir. Louis-Félix Osier-Lafontaine, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue et vous allez intervenir à partir de demain lors des journées d'études du groupement de coopération de Martinique pour la promotion des personnes inadaptées et handicapées. Alors, vous allez parler notamment du traitement du stress post-traumatique. Qu'est-ce que c'est exactement ? Écoutez, je suis surtout l'organisateur de ces journées. Durant lesquelles on va en effet parler de ce fameux phénomène qu'on appelle le stress post-traumatique, qui est une perturbation forte que les personnes ressentent, perturbation psychologique que les gens ressentent après, par exemple, des catastrophes naturelles, puisque c'est de ça qu'il s'agit pour nous. Alors justement, on parle beaucoup ces derniers temps de cette nouvelle saison cyclonique qui arrive en Martinique et aux Antilles. On a connu Irma, Maria aux Antilles l'année dernière. Quelles sont les personnes qui ont été touchées par ce stress post-traumatique? Comment cela se manifeste-t-il? Alors, nous avons donc fait venir toute une série de professionnels de la Caraïbe. Nous avons donc les représentants particuliers de Porto Rico, qui est un jeune psychologue qui est en charge du traitement des populations qui sont atteintes par ce fameux syndrome. Nous avons un Haïtien qui est un jeune psychologue de grand talent. D'ailleurs, il vient de passer une thèse à Paris qui fait autorité. Nous avons aussi, bien évidemment, des personnes de Guadeloupe qui s'occupent de personnes de Saint-Martin. Nous avons Trinidad et Tobago, nous avons la Dominique, etc. Et aussi, surtout, Cuba qui est arrivé cet après-midi. Donc, ces personnes vont, avec nous, bien évidemment, étudier la dimension de la connaissance du phénomène d'abord. Vous savez que
nous avons en Martinique déjà les dispositifs d'urgence, les cellules d'urgence qui sont donc déjà tout à fait opérationnelles, mais la prise en charge postérieure aux catastrophes, et la prise en charge, on va dire en nombre et en masse, puisque vous savez, c'est toute une population qui peut être concernée, mais eh bien, il s'agit de mieux comprendre le phénomène pour, en effet, aussi apprendre, et c'est ce que nous ferons pendant ces 2 jours, donc apprendre à connaître les méthodes qui vont permettre de soigner, de prendre en charge et d'accompagner les personnes. Vous savez, c'est un phénomène important. Porto Rico, actuellement, c'est pratiquement 200 suicides. À Porto Rico, ce sont des phénomènes doublement des dépressions. À la Dominique, pareil. Donc, c'est une dimension qui est nouvelle, qu'il nous faut, en Martinique, prendre en compte. Donc, bien évidemment, on va dire créer une ressource avec ces jeunes, parce que moi, je ne suis pas spécialiste, je suis l'organisateur, et donc permettre à des jeunes Martiniquais, psychologues, travailleurs sociaux, etc., de maîtriser ces méthodes, parce que nous avons en Martinique là, une nécessité qui est de constituer pour l'arrière-pays, à la fois Fort-de-France, mais aussi toutes les communes, écoutez, des personnes, groupes de personnes, quasiment un bataillon, si je puis dire, de personnes, de professionnels qui soient en mesure, dans les prochaines années, peut-être dans les prochains mois, de prendre en charge, en effet, des personnes qui seraient atteintes de ces traumatismes, qui suivent la survenue des catastrophes. Alors, on parle des personnes qui sont directement victimes de ces catastrophes. On connaît le bilan notamment à Irma, à Saint-Martin et dans les îles touchées, à l'île de la Dominique. Il y a aussi peut-être les personnes qui vivent à distance ces catastrophes. Est-ce que ces personnes-là peuvent être aussi atteintes de stress post-traumatique ? Bien évidemment, vous savez que on n'a pas besoin de manière... Enfin, je ne suis pas un spécialiste, on n'a pas besoin de vivre, on va dire, de manière... direct et d'être impacté de manière directe pour être en effet en souffrance par la suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a là tout un champ nouveau qu'il nous faut absolument en Martinique maîtriser, parce que on a l'expérience de Porto Rico. Là, donc cet après-midi, nous avons largement discuté avec la portoricaine qui nous parle de l'effroyable situation qui s'en est suivie donc à Porto Rico. La Dominique, là, il y a des problèmes très sérieux qu'il nous faut apprendre à connaître, à maîtriser en Martinique, étant entendu que les cellules d'urgence existent déjà, mais on va dire tout ce qui est traitement à long cours, qui postérieur quelques jours après, voire quelques mois après, mais cette dimension-là, nous avons encore une maîtrise suffisante, tout au moins en nombre de professionnels qui pourraient être en charge de l'accompagnement des personnes impactées. Alors, il y a une dimension individuelle, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension collective dans le drame subi par des populations ? En Martinique, on a une certaine culture du risque, avec notamment des événements dramatiques, l'éruption de la montagne Pelée, des différents cyclones qui ont aussi touché notre île. Est-ce que cela laisse des mémoires, des traces dans les mémoires des populations touchées ? Absolument. Alors, là, vous savez, cet aspect serait davantage, en effet, on va dire sociologique. Il y a d'ailleurs une sociologie de la catastrophe. Mais écoutez, nous avons une expérience en la matière. C'est ce qui s'est passé après le crash de 2005, où nous avons encore d'ailleurs, en effet, un phénomène, on va dire, actif, agissant de personnes qui n'ont pas tout à fait eu ce qu'il fallait en termes d'accompagnement. Il est sûr que le trauma fait partie de la mémoire, mais qu'il y a aussi, il faut le dire, la nature humaine, elle est aussi faite de telle façon que les gens puissent aussi opérer par elles-mêmes une résilience donc de ces fameux traumas, même si la mémoire garde le trauma. Parce que j'ai appris d'ailleurs avec ces jeunes personnes, ces jeunes psychologues, que on va dire que le stress post-traumatique, on ne le guérit pas en l'extirpant, mais on le guérit plutôt en sachant l'intégrer de manière positive. Alors, dernière question, c'est vrai que vous avez parlé notamment des suicides à Porto Rico, des personnes qui sont toujours touchées par ce drame. Est-ce qu'on ne peut pas aussi en tirer quelque chose de bénéfique ? Est-ce que ce stress post-traumatique ne peut pas également amener vers une meilleure préparation aux événements ? Absolument. Eh bien, écoutez, c'est précisément d'abord la connaissance de ce phénomène de stress qui doit nous permettre aussi de renforcer la dimension préventive, qui est déjà d'ailleurs prise en charge, on va dire, de manière assez conséquente par des associations, l'Université populaire de prévention du risque par exemple, mais aussi par les administrations de l'État et voire aussi par certaines autres collectivités.
En tout cas, ce qui est important, c'est que la connaissance des phénomènes, on va dire, postérieurs aux catastrophes et à l'impact nous permet précisément d'enrichir la connaissance préventive. Et c'est tout ce que nous voudrons, qu'on voudrait demain en particulier, et voire même mardi matin, aborder avec nos invités de tous les pays de la Caraïbe. Alors justement, demain, entre 9h et 17h à l'hôtel Batelière, oui. Demain et mardi, rappelez-nous les temps forts de ces journées d'études ouvertes au public. Ouvertes au public, bien évidemment. Bon, je pense qu'il va falloir écouter avec beaucoup d'attention d'abord ce qui s'est passé, l'expérience qui est une expérience intéressante dans le sens que la connaissance des catastrophes, il s'agit d'une connaissance en milieu insulaire et dans une culture antillaise parce que, vous savez, il y a catastrophe et catastrophe, ça ne se déroule pas dans des pays insulaires comme dans les pays continentaux. Donc nous allons écouter avec attention ce qui s'est passé à la Dominique, ce qui s'est passé à Haïti, à Porto Rico, et puis aussi de la part des Martiniquais, parce qu'il y a des Martiniquais qui sont aussi des spécialistes, nous allons aussi, bien évidemment, avoir une attention très particulière pour l'exposer des méthodes nouvelles, parce qu'il y a des Martiniquais qui commencent à se former à ces méthodes nouvelles, parce que là aussi, on n'improvise pas. Il faut vraiment former des Martiniquais, des jeunes Martiniquais. Et c'est un peu la tâche que je me suis donc donnée en organisant ces journées d'études pendant ces 2 jours, c'est-à-dire demain et après-demain à la Batelière. Merci beaucoup, Louis-Félix Auvier-Lafontaine, d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. On poursuit ce journal. On va vous faire saliver, on l'espère, avec ces plats venus de Guyane. Depuis lundi, une dizaine de cuisinières guyanaises installées au Centre international de séjour ravit les papilles martiniquaises à l'occasion d'un déjeuner dansant. Aujourd'hui, elles ont aussi nourri le plaisir des yeux avec un défilé de costumes traditionnels. Voyez ce reportage de Jade Adélie. Le repas est prêt. La centaine de convives invités pourra découvrir quelques mets de la tradition culinaire guyanaise. Assez similaire aux nôtres, ici en Martinique, elle a ses spécificités. La différence, c'est qu'on met beaucoup l'accent sur les épices et beaucoup l'accent sur l'amarinage des viandes et des poissons au préalable. Et je pense que c'est ce qui fait la petite différence sur le repas de fin. Après, il y a des épices spécifiques qu'on a chez nous, qu'on n'utilise pas aussi fréquemment que chez nous. Par exemple, le roucou. Nous avons préparé une pimentade de mâchoiron blanc cette semaine et nous avons servi du roucou. Nous sommes venus avec. La semaine gastronomique guyanaise a été l'occasion de renouer avec les cuisinières martiniquaises, mais aussi un lieu de transmission. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion de revenir à la Martinique, puisque nous avons aussi, lors de ces échanges, nous nous sommes rendus compte que les Martiniquais appréciaient énormément la cuisine guyanaise. Donc c'est de cette idée-là est parti ce projet et nous nous sommes dit venir parler de cuisine, faire une semaine ici, à faire des échanges avec le CFA d'ailleurs qui nous a accompagnés, on les remercie. Nous avons reçu toute la semaine des jeunes, 2 jeunes en formation par jour. On s'est dit pourquoi pas ne pas faire une grande fête et montrer qu'en dehors du carnaval, nous avons aussi de très belles tenues qui étaient portées par nos gangans. À l'instar de la gastronomie, la tradition vestimentaire a un socle historique commun en Martinique et en Guyane. Ainsi, la tête martiniquaise a son homologue, la lachate. La lachate, c'est un carré de madras ou de payaka de 90 cm qui est plissé, empesé et attaché selon le rang social et la tenue que porte la guyanaise. Les coiffes sont portées en fonction de l'âge et de la circonstance. Donc pour les jeunes filles, ce sont des lachates à petite queue. Les femmes plus âgées, des chattes à grande queue. C'est en fonction de l'âge et surtout de la tenue portée. Les invités se régalent avec le migan de dachine, le filet de dorade à la crème de gingembre et au piment doux, ou encore une fricassée de cabri à l'huile d'arawa. Les matadors, tétèches, mariés et nourrices défilent pour le plus grand plaisir du public. Les robes sont très belles, très beaux, les costumes, j'apprécie. Me replonger dans les souvenirs que j'ai passés de bons moments en Guyane, revoir les costumes, revoir la tradition, la culture et transmettre l'échange entre la Guyane et la Martinique. Une manifestation qui clôture la semaine gastronomique proposée par les Guyanais. Un échange important pour consolider les liens amicaux entre la Martinique et la Guyane.
Restez avec nous à suivre dans votre journal rencontre avec la sélection mexicaine de handball. Elle est présente en Martinique pour préparer le championnat panaméricain. Et puis en sport, toujours le portrait de Craig Tannick, 13 ans et déjà 10 ans d'expérience dans le karting. Un portrait à suivre dans notre page sport. Mais d'abord, les images et les réactions du Martinique Cheval Show, avec cette année encore des démonstrations et des présentations de chevaux, place de la Savane à Fort-de-France. Une activité, vous allez le voir, qui a notamment ravi les plus petits, le reportage de Sandrine Claude. Un regard émerveillé. C'est la toute première fois qu'Antoine voit des chevaux d'aussi près. J'aime bien les chevaux, ils sont jolis et ils courent très vite. Et les petits passionnés de l'animal ne sont pas très difficiles à trouver. J'aime bien les chevaux. Pourquoi tu aimes les chevaux ? Parce qu'ils font pas peur. J'aime les chevaux parce que j'en ai déjà fait. C'est difficile de faire du cheval ? Un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'ils bougent beaucoup et ils s'arrêtent beaucoup pour manger de l'herbe. Le saut d'obstacle, une épreuve qui ne réussit pas toujours à tous les cavaliers, surtout quand le cheval n'en fait qu'à sa tête. La technicité de l'exercice séduit. C'est quand même très joli à regarder. C'est le travail entre le cheval et celui qui le monte. Donc et puis c'est de la difficulté quand même. À l'issue de chaque session, les meilleurs sont récompensés. Mais au-delà des prix, pour les cavaliers, ce n'est pas la compétition qui prime. C'est vraiment pour le fun, pour s'amuser. Surtout que c'est la dernière compétition de l'année, donc pour s'amuser un max. C'est un cadre différent pour les chevaux, c'est-à-dire qu'on est habitué à monter en carrière sur du sable. Et là, c'est une des premières fois pour notre cheval qu'on l'emmène sur de l'herbe. Donc c'est un terrain très différent. D'ailleurs, on met des crampons pour ne pas que ça glisse. Et du coup, c'est un peu là la difficulté en fait. Et au Martinique Cheval Show, il n'y a pas que les professionnels qui peuvent monter en selle. À seulement 2 ans, la petite Alexiane est parfaitement à l'aise sur son poney. Dès 1 an et demi, la crèche avait proposé cette activité, une initiation. Donc elle a bien aimé et là on l'y ramène pour se souvenir de ça. Mais elle a précisé qu'elle voulait aller que sur les poneys, pas sur les grands. Malgré un temps capricieux, cette 4e édition du Martinique Cheval Show a, cette année encore, su trouver ses adeptes. Et voilà de quoi nous amener à petit trot à notre page sport. Le sport, et on commence presque comme chaque soir maintenant avec les résultats de la Coupe du Monde. 3 matchs étaient au programme aujourd'hui avec notamment cette belle victoire de la Colombie 3-0 contre la Pologne dans le groupe H. Un peu plus tôt dans la journée, le Japon et le Sénégal ont fait match de nul, 2 partout. Au classement, le Sénégal et le Japon sont co-leaders de ce groupe. La Colombie a 1 point et la Pologne est donc éliminée. Et dans le groupe G, l'Angleterre a donc atomisé le Panama avec un score de 6-1. Au classement, la Belgique et l'Angleterre sont donc co-leaders. La Tunisie et le Panama sont déjà éliminés. Notez que demain débutent les 3e et derniers matchs de la poule que vous pourrez voir sur ATV à 14h, Iran-Portugal, avec un match capital et une qualification pour les 8e de finale au programme. On poursuit cette tranche sport avec du cyclisme et notamment le Grand Prix féminin qui s'est terminé aujourd'hui. C'est Audrey Biancolin qui a remporté cette 4e édition. Retour sur le résumé du contre-la-montre et de la dernière épreuve, étape au Saint-Esprit, avec le résumé signé José Le Chartier. Au menu, 64 km avec un circuit entre le giratoire de Pelletier, la brasserie Lorraine, Mangovulsin, quartier Pelletier, un circuit à couvrir 5 fois avant une arrivée sur le front de mer du Robert.
Gaëtane Pastel en tête de course, elle a 57 secondes d'avance sur le peloton. Elle est rejointe par Anouk du Madinina Bikeuse lors du deuxième tour. Lors du troisième tour, Tania Toussaint du Féroce s'extirpe du groupe de chasse. Elle navigue derrière la femme de tête. Mais cela ne dure pas. Lors du dernier tour, elle est reprise par le groupe. Devant, Anouk ne ménage pas sa peine. Elle a 3 minutes d'avance. Elle va chercher son maillot rose de leader. Derrière la femme de tête, le duel Guépois-Biancolin débute. La Guadeloupéenne attaque, mais Biancolin résiste. Et si le duo se rapproche d'Anouk, la sociétaire du Madinina Bikeuse livre ses dernières forces et remporte cette ultime étape. Le podium est complété par André Biancolin et Laura Guépois. Assez compliqué, comme d'habitude la Guadeloupe contrôlait énormément, j'essayais d'attaquer ou de contrer leurs attaques mais ça ne voulait pas. Ensuite j'ai profité dans le dernier tour d'une attaque d'une Guadeloupéenne, je suis désolée, j'ai pas son nom là en tête. Voilà, et donc on est partis toutes les deux et là c'est bon, j'ai pu du coup conserver mon maillot. Voilà. Donc on avait des consignes de course en fait, et puis moi mon rôle c'était dans les derniers kilomètres, sachant que j'étais la plus proche au général, donc je devais attaquer au dernier moment. Dans les derniers kilomètres, j'ai essayé à plusieurs reprises d'attaquer Audrey, mais j'avoue qu'à chaque fois elle restait dans ma roue et puis il manquait quelque chose un petit peu, mais bon, on n'a pas démérité, on a tenté, on n'a pas fait figuration. C'est un sacré morceau, mais c'est dommage qu'on ne se voit pas tous les week-ends. Nous avons vécu donc une très belle journée, d'abord avec le succès ce matin d'Audrey Beaucoulin, donc qui remporte brillamment ce contre-la-montre en reprenant le maillot. Cet après-midi, elle a parfaitement géré, elle a su contrer les offensives de tous ses adversaires. Elle a laissé partir donc Anouk Van Omerschel donc du Madinina Bikers, qui n'était pas très dangereuse au classement général. Elle a géré, elle a contrôlé avec ses équipières et elle remporte donc un très bon succès. On notera qu'elle a remporté le prologue, elle a remporté le contre-la-montre. Elle termine également deuxième de cette dernière étape en terminant troisième hier matin, toujours sur les podiums. C'est vraiment le personnage clé de ce Grand Prix des féminines. Elle mérite sa victoire et à 25 ans, elle prépare le championnat de France élite. Nul doute qu'on reparlera d'elle à plus haut niveau parce que c'est une coureuse de talent et à 25 ans, tous les espoirs lui sont permis. La sociétaire de Féroce remporte cette 5e édition du Grand Prix des féminines. Voilà pour le cyclisme, on va parler maintenant de handball avec la sélection féminine du Mexique qui a donc choisi la Martinique comme base d'entraînement. L'objectif est de préparer le championnat panaméricain. Depuis lundi, elles sont à pied d'œuvre face aux différentes équipes de Martinique. Vous voyez le reportage de José Le Chertier. Ce match d'entraînement est pris très au sérieux. Le kiné prépare le corps tandis que le reste de la formation s'échauffe. Guadalupe, le capitaine, écoute avec attention les dernières recommandations. Les prochains matchs auront lieu en Colombie, le climat y est humide tout comme en Martinique, le système de jeu quasi identique à celui des Cubaines, des conditions appréciées. Au Mexique, c'est compliqué d'être en compétition avec des femmes, surtout parce qu'on est dans l'équipe nationale, c'est très difficile. On cherchait ici à affronter des femmes qui avaient les mêmes caractéristiques physiques que les Cubaines, donc on ne pouvait ni aller à Puerto Rico, ni à Saint-Domingue, qui sont des équipes qui vont participer aux Jeux en Amérique centrale. C'est pour ça que la Martinique a été choisie, car les Martiniquaises ont ces caractéristiques physiques, grandes, fortes, rapides. Elles sont plus ou moins similaires aux Cubaines. Dans le but de préparer au mieux le championnat
panaméricain, 4 équipes martiniquaises ont été triées sur le volet. L'Arsenal, le Réveil sportif, l'équipe IHF et bien sûr la sélection de la Martinique, un niveau bien en dessous de celui auquel le Mexique sera confronté. On va jouer contre la Colombie, Puerto Rico, Cuba, la République dominicaine, le Guatemala, le Costa Rica et je crois le Canada. Non, excusez-moi, je veux dire le Panama. Ce qu'on cherche dans chaque jeu ici en Martinique, c'est évaluer tout le travail qui s'est fait techniquement, stratégiquement et physiquement avec les filles depuis le 8 janvier. On veut venir tester nos compétences ici pour pouvoir observer quelques détails qui pourraient éventuellement nous manquer lorsqu'on sera de retour au Mexique et ainsi pouvoir mieux se préparer pour aller en compétition. Pour Élodie Pétricien, ancienne joueuse de haut niveau, c'est un nouveau challenge. Au niveau national, j'ai rencontré que des équipes européennes par les Coupes d'Europe ou bien par le championnat national même. Je n'ai jamais rencontré d'équipes sud-américaines. Donc pour moi, ce sera une découverte. Et puis, ce que j'espère apporter, c'est mon expérience. Hein. C'est mon expérience du haut niveau. Ça ne peut être que bénéfique qu'on compte ce genre d'équipe-là pour les filles, puisqu'on se contente uniquement à notre championnat Martinique et Guadeloupe, Martinique et un petit tournoi anti-Guyane. Donc c'est vrai que la confrontation avec des équipes étrangères ne peut être que favorable pour le handball martiniquais. La sélection martiniquaise s'est inclinée lors de leur première confrontation mardi dernier. Épilogue ce soir de cette longue semaine de préparation. Et puis on clôture cette belle page sport avec le portrait d'un jeune Martiniquais âgé de 13 ans, passionné de karting depuis l'âge de 3 ans. Il va bientôt intégrer l'équipe de France de karting. José Le Chertier l'a rencontré. Regardez. Avec le titre de champion de France glané en 2017, Craig Tannick se lance vers d'autres objectifs. Un programme chargé attend ce jeune prodige. 11 courses au menu, dont 3 rendez-vous majeurs. Je pars pour faire le trophée CIK à Lonato en Italie. Le championnat de France national à Anneville et la dernière manche du championnat de France junior à Soucy. Pour moi, la dernière échéance qu'on aura à Soucy sera la plus décisive. Donc ce sera la plus importante pour pouvoir peut-être avoir le titre de champion de France junior. Et le rêve de tout passionné qui se respecte, l'opportunité d'être repéré par une usine. En kart, si on se fait repérer par une usine, c'est pouvoir donner le meilleur qu'on peut pour représenter la marque au mieux et pour nous permettre peut-être de passer dans une nouvelle catégorie et être encore plus rapide. Pourtant, les conditions d'entraînement du pilote de kart sont loin d'être optimales. Quand d'autres bénéficient d'une vraie piste, lui se contente d'un parking. Je m'entraîne le samedi toute la journée sur le parking du stade de Dillon. C'est plus difficile de rouler ici parce que le circuit est très serré, les virages sont plus rapprochés et donc dans les lignes droites, on ne peut pas se reposer comme en France. La plupart des tracés, c'est entre 1200 et 1500 mètres. Donc à part le kart, je m'entraîne aussi avec le judo et la piscine. Pour parvenir à ces résultats, Greg peut compter sur ses parents, un appui indéfectible. Difficile financièrement, mais on a quelques partenaires qui nous aident et d'ailleurs je tiens à les remercier. Mais compte tenu de l'ampleur du programme, qui compte quand même 11 courses, il n'a pas d'entraînement comme les autres. Il arrive sur la piste et il faut s'adapter tout de suite. Il montre ses capacités, il montre qu'il peut avoir des résultats. Donc maintenant, on espère qu'il y a d'autres partenaires qui vont nous suivre pour pousser encore plus haut ces résultats. Grâce à son titre de champion de France, Craig a été choisi pour représenter la France au trophée CIK FIA. Parti ce jeudi, le jeune homme peaufine sa technique et les réglages sur le circuit de Soucy dans Lyon. Et on souhaite bonne route à ce petit bolide martiniquais. On jette un coup d'œil sur le planning de l'EFS Martinique. Rendez-vous demain à Fort-de-France sur le parking de la CACEM entre 8h et 13h avec toute l'équipe de l'établissement français du sang de la Martinique. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Ce clin d'œil aux résidents de l'EHPAD Soleil Vatable aux Trois-Îlets. Un déjeuner dansant était organisé ce dimanche pour les résidents. L'occasion de revenir sur l'isolement des personnes âgées placées dans les maisons de retraite en Martinique. Dans votre journal, vous l'avez vu, cette semaine de gastronomie
gastronomie dédié à la Guyane au Centre international de séjour qui s'est clôturé avec un déjeuner dansant agrémenté de défilés de costumes traditionnels de Guyane avec notamment la présentation de la coiffe guyanaise. Le Martinique Cheval Show, 4e édition ce week-end avec des démonstrations place de la Savane à Fort-de-France et des petits ravis par ces chevaux qu'ils ont pu approcher toute la journée. Et puis en cyclisme, Audrey Biancolin remporte le Grand Prix féminin qui s'est achevé cet après-midi après un circuit de 67 km dans la commune du Robert. À suivre l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, juste après la météo présentée par Ruth Fortuna. Votre téléfilm ce soir à 20h, Amour, orgueil et préjugés. Demain, vous retrouverez Sabrina Doré. Merci de votre fidélité à ATV.